Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. On parle aujourd'hui d'histoire et de pop culture à travers le livre de William Blanc, Super-héros, une histoire politique, publié chez Libertalia. On discute aujourd'hui avec William Blanc, qui est historien, auteur de Super-héros, une histoire politique aux éditions Libertalia, paru très récemment. Une histoire des super-héros qui pourrait paraître un sujet futile, mais en fait qui révèle énormément de choses, notamment sur l'histoire des États-Unis, et puis qui pourra aussi avoir des échos, pour certaines qui nous écoutent, avec la question d'histoire contemporaine au programme de l'agrégation d'histoire cette année. Un livre qui est très incisif, qui est très intéressant, qui est aussi très bien illustré, avec à la fois des illustrations chapitre par chapitre, et un très beau cahier couleur au centre de l'ouvrage, donc beaucoup de richesse dans cette histoire des super-héros. Alors, pour commencer, bonjour William Blanc. Bonjour. Je voulais vous demander comment vous êtes venu à cette question. Vous avez travaillé sur le Moyen-Âge, sur les représentations du Moyen-Âge. Là, les super-héros, c'est évidemment pas tout à fait la même chose. On imagine que, en vous lisant, c'est pas purement un sujet savant, que ça vient aussi d'une expérience de lecteur, sans doute, de comics. Sûr, ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a fait adopter ce thème de recherche ? En fait, justement, c'est amusant, comme quoi la réflexion historique prend parfois des détours assez amusants. C'est que je suis venu aux super-héros par l'étude du médiévalisme, en fait, l'étude justement du Moyen-Âge fantasmé, enfin des visions contemporaines du Moyen-Âge. Parce que quand j'avais écrit, déjà en effet j'étais fan de comics depuis que je suis môme en fait, hein, et quand j'ai écrit le bouquin précédent, donc Le Roi Arthur, un mythe contemporain, j'ai consacré un chapitre sur les super-héros arthuriens, parce que je me suis rendu compte que c'était très opérant. Et puis quand j'ai fini le bouquin, à force de faire des débats, les gens m'ont dit « Ah mais vous pourriez parler de ça, ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a d'autres super-héros qui sont arthuriens et tout ». Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais passé à côté de certains trucs. Des thèmes d'ailleurs que vous reprenez en bien sûr, Wonder Woman est à la tête de la table ronde. La table ronde, c'est une figure qui revient à différents moments à travers différents personnages. C'est même tellement central que quasiment tous les groupes de super-héros se réunissent autour de table ronde, et que le premier groupe de super-héros, donc la Justice Society of America, qui apparaît en 40-41, se réunit autour d'une table ronde, et vraiment littéralement exactement comme la table ronde. C'est-à-dire en fait, ils se réunissent au début pour raconter leurs histoires en fait, et c'est la définition même de la table ronde, comme dans le texte médiéval de Vasse qui a été écrit au milieu du XIIe siècle. Donc bon, voilà. Donc, et ça c'est parce que ça fait écho évidemment à toute la popularité du mythe arthurien aux États-Unis. Donc c'est très opérant. Pareil, Iron Man, qui est un super-héros en armure technologique, il est qualifié de chevalier. Captain America, c'est un chevalier. Voilà. Donc je suis venu par ce biais-là. Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que ça pourrait être anecdotique, en fin de compte, ça pourrait un peu, tiens, je raccroche mes wagons sur le sujet, voilà, donc, mais en fait, c'est très opérant parce que, vu que les super-héros constituent une mythologie moderne, voire même moderniste, c'est-à-dire, en gros, les super-héros représentent les hommes modernes qui s'émancipent de leurs conditions, qui deviennent meilleurs, qui deviennent surhumains grâce à la science, par exemple. Qui annoncent un avenir meilleur, qui le défendent face aux forces des ténèbres, du passé, de l'archaïsme. Voilà, exactement. Et en fait, en plus, assez régulièrement, on voit que les super-vilains, c'est comme ça qu'on les appelle, donc... oui, ça marche mieux en anglais, villain. Villain, voilà, donc là, un super-vilain, ça fait... un peu plus kitsch en français, mais bon, voilà. Donc, je signale au passage pour ceux et celles qui nous écoutent qu'il y a un très bon podcast il y a pas longtemps, qui a 8 épisodes sur les méchants dans les films, les villains dans les films. Ouais. C'est Shea Serrano, qui est un journaliste américain qui a fait ça, 8 épisodes de Hannibal Lecter à Killmonger dans Black Panther, enfin voilà, toute une série de méchants, de vilains dans des films de super-héros. Alors on revient à ces super-vilains, alors ils ont quoi comme caractéristiques ? Mais souvent, en fait, ils habitent dans des châteaux, par exemple, donc des châteaux médiévaux. Et généralement, les héros, ou plutôt les sidekicks des héros, donc les compagnons des héros, se sont prisonniers, et les héros vont libérer ces sidekicks. Ils sont prisonniers dans un donjon, donc c'est évidemment c'est le château médiéval, mais au sens négatif, en fait, donc le château qui est associé au donjon, à la torture. Alors évidemment, encore une fois, dans les vrais châteaux médiévaux, on ne passait pas son temps à torturer des gens, voilà, donc il n'y a que dans Game of Thrones qu'on fait ça, voilà, donc, mais c'est l'imagerie fantasmée, en fait, et donc, voilà, à contrario, on a justement ces super-héros qui sont là pour libérer
donc pour détruire ces châteaux. Et généralement les châteaux sont placés en Europe, alors que les super-héros sont placés aux États-Unis, parce qu'on a vraiment l'idée vieux monde, nouveau monde en fait. Donc voilà, en fait c'est très très opérant en fait quand on prend ce biais-là, cette espèce qui est devenue un peu mon obsession en fait, donc c'est très opérant de voir justement cette espèce d'opposition entre médiévalisme et modernisme en fait. Ça marche très bien pour les super-héros. Ça marche bien aussi bien sous la forme des comics initiales, c'est-à-dire de ces magazines à très bas prix que lisaient les jeunes gens aux États-Unis, et puis ces comics ils ont eu ensuite beaucoup d'avatars, il y a eu des dessins animés, il y a eu des films, et une des caractéristiques de cet objet culturel, c'est d'être très fluide du point de vue des supports, et d'ailleurs vous-même, vous allez puiser aussi bien dans des comics des années 40 ou 50 que dans les versions très contemporaines des films hollywoodiens. Ça, c'est une des caractéristiques de cet objet. Ah bah oui, de toute façon, quand on étudie la culture populaire aujourd'hui, que ce soit le médiévalisme arthurien ou la fantasy ou les super-héros, on est obligé de faire du transmédia, quoi. C'est une évidence, quoi. Je veux dire, on peut pas. Je parle même à un moment aussi de jeux vidéo, je parle aussi de jeux de rôle, voilà. Donc c'est une évidence. Je veux dire, on peut pas faire l'économie de ça parce que tous les producteurs de super-héros sont aussi des gens qui regardent des films, sont aussi des gens qui jouent à des jeux, voilà, donc, qui ont des références littéraires aussi. Donc voilà, on peut pas, pour se faire une idée, on est obligé un peu de piocher là-dedans, en fait, d'avoir cette espèce d'être un gros geek, quoi, en fait. Alors ça amène à écrire cette histoire, qui n'est pas une histoire, disons-le, strictement chronologique et générale, c'est plutôt des éclairages chapitre par chapitre, notamment à travers des personnages, des chapitres sur Wonder Woman, sur Iron Man, les chapitres qui sont quand même organisés de manière chrono. Ouais. Voilà, mais avec, ça restitue à la fois des contextes, mais c'est quand même plus des éclairages que, c'est pas une histoire générale, c'est pas un manuel, disons-le, pour les gens qui iront voir le livre. Et alors, tout en n'étant pas un manuel, il y a quand même des éclairages très intéressants sur le début de la période. Alors peut-être qu'on peut commencer par là, sur ces années 30, cette fin des années 30, où naissent un certain nombre de super-héros parmi les plus importants, Superman, Captain America. Une chose qui m'a frappé, que j'ai apprise en vous lisant, c'est le fait que beaucoup de leurs créateurs sont des gens qui sont, on pourrait dire, très, très rooseveltiens, très dans l'esprit du New Deal, des immigrés européens, des immigrés juifs souvent. Parce que justement, voilà, on prend le contexte de création, quand on voit les acteurs sociaux qui font ça, tout bêtement, voilà, c'est des gens qui sont, pour beaucoup, des urbains issus d'une migration très récente, et principalement, pas seulement, mais juifs en fait, et issus de milieux très modestes, donc forcément, pour eux il y a la crainte du fascisme qui est en plus associé encore une fois à l'imagerie médiévale et tout, donc Hitler on le met généralement dans un château, ou les nazis on le met dans des châteaux, dans les comics, et il y a ça, et donc crainte du fascisme, et puis ici évidemment crainte, en tout cas il y a le choc de la crise de 29 en fait, donc ce qui fait que les super-héros en fait c'est une réaction par rapport à ça, on dit tiens, vous en faites pas, le futur sera meilleur, par rapport à la crainte par rapport au fascisme, et puis on donne à ces super-héros très rapidement une forme de conscience sociale assez forte. Je crois que c'est dans sa deuxième apparition, Superman il va enfermer le patron d'une mine dans sa mine parce qu'il respecte pas les consignes de sécu. Donc c'est limite un super syndicaliste, quoi. Donc c'est assez frappant quand même quand on lit les premiers comics. C'est pour ça, parce qu'en plus moi, ce type d'analyse que j'ai voulu faire, c'est aussi une réaction par rapport au discours. Qui disait oui, les comics c'est très enfantin, jusque dans les années 80 où il commence à y avoir quelques comics qui réfléchissent, genre les Watchmen par exemple. Watchmen, j'adore cette série, donc c'est les gardiens français, mais les comics dès le début ils ont été politiques, et même politiques de manière consciente en fait. Soit on dit c'est très enfantin, soit on dit aussi parfois de manière tout aussi simpliste, c'est un véhicule de l'impérialisme culturel américain qui promeut les intérêts, les valeurs, etc. C'est plus compliqué. Et là, l'exemple que vous prenez, Superman, vous montrez d'ailleurs, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais vous interroger, que ça vient en opposition, ces héros comme Superman notamment, ça vient en opposition par rapport à d'autres constructions littéraires imaginaires qui existaient, notamment les personnages, les créations de Edgar Rice Burroughs. John Carter, un peu oublié. On a essayé d'en faire un film récent qui a fait plutôt un flop, mais qui était un bon film. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, mais bon, il a pas très bien marché. Ça a été important dans les années 20 et 30. Alors, en quoi ça s'oppose? John Carter, c'est vraiment John Carter. Burroughs, déjà, c'est le créateur de Tarzan aussi. Donc voilà, c'est quand même une grande figure de la culture pop. Donc c'est une énorme figure en fait. Et John Carter, c'est un Américain en plus
officier sudiste, donc par-dessus le marché, donc qui va sur une autre planète, et qui quelque part devient une espèce de surhomme sur cette planète. Donc on a vraiment l'image même du colonisateur, voilà. Donc alors voilà, après les romans, c'est du roman pulp, c'est marrant à lire, voilà. Donc voilà, c'est assez foisonnant. Moi j'aime beaucoup, quoi. Donc mais quand on voit le contexte de ces romans-là, on a vraiment cette imagerie extrêmement forte. Et les super-héros, c'est un peu l'inverse. Alors, le véritable inverse, la véritable inversion, c'est à venir avec Black Panther, plutôt, donc, qui est vraiment l'anti-Tarzan. Mais, enfin voilà, Bureau, c'est un wasp, voilà, donc, qui vient d'un milieu voilà, assez classique, américain, blanc, middle class et tout. Donc, on n'est pas dans la même optique. Donc, on n'est pas... Superman, lui, il vient d'une autre planète pour civiliser une humanité qui n'est pas encore arrivée à son point de perfection. Ce qui est frappant, c'est que Superman, c'est un migrant, en fait. Voilà. Il est accueilli dans une famille américaine. Alors, c'est pas les Kent au début, ça va devenir les Kent après. Donc, mais il est accueilli dans une famille américaine. Et donc, c'est vraiment c'est un enfant orphelin. Alors, après, il y a toute une imagerie qui se colle à ça, mais on a vraiment, voilà, Superman, c'est un migrant. Donc, mais c'est un migrant qui apporte de la richesse, en plus. Donc, et qui apporte aussi un futur avec lui. D'ailleurs, dès le début, un de ses surnoms, c'est l'homme de demain, en fait, The Man of Tomorrow, parce que c'est l'homme qui met quelque part les États-Unis à un pied dans le futur. Voilà, donc on est là dans un discours purement futuriste en disant vous en faites pas, le futur ça va être meilleur. Donc, même si, ça on pourra y revenir, il y a une ambiguïté quand même chez les super-héros. Il y a une ambiguïté qui est assez souterraine au début, mais qui va s'exprimer petit à petit à partir des années 60-70 avec justement toute la crise par rapport à l'idée de progrès et tout. Mais dès le début, les auteurs de comics, Siegel et Shuster, qui ont co-créé Superman ensemble, ils ont quand même leur première version, qui font paraître dans un fanzine en 1933. Leur première version de Superman, c'est une version maléfique, et c'est un type qui prend le pouvoir sur les gens en contrôlant leurs esprits. Donc on a presque une image du dictateur fasciste et tout. Donc et donc il y a quand même l'ambiguïté par rapport aux super-héros, parce que c'est quand même des créatures qui sont tellement puissantes qu'ils peuvent détruire des villes, en fait. D'ailleurs, la première torche humaine, donc c'est un des premiers héros Marvel en comics, donc qui apparaît dans Marvel Comics numéro 1 en 1939, donc quelques mois après Superman. La couverture, on l'a mise dans le bouquin, en fait. D'ailleurs, là, je salue quand même le travail des éditions Libertalia, il faut le dire, parce que voilà, ils ont fait un énorme boulot iconographique, mais on voit la torche humaine en train de débarquer comme ça, en train de brûler un mur, le mur fond, c'est un mur de métal qui fond autour d'elle, et on a presque une image démoniaque. Donc on a cette peur quand même. Dès le début, il y a comme une ambiguïté par rapport à la science. Alors même après, le discours général tend vers l'optimisme à l'époque, mais il y a quand même voilà, cette crainte et tout qui va vraiment commencer à s'exprimer. Et puis qu'on retrouvera après avec Hulk, avec Spider-Man, voilà. Les gens transformés par des expériences scientifiques qui ont mal tourné. Alors là, Hulk, là pour le coup, c'est vraiment la peur de la bombe atomique. C'est Hulk, il devient ce qu'il est, une brute qui est capable de détruire une planète complète parce qu'il a été victime, il a assisté donc, de trop près une expérience. Des radiations. Autre personnage qui est né dans ce contexte, donc relativement, disons, optimiste, rooseveltien, progressiste des années 30 et 40, c'est Wonder Woman, bien sûr, dont vous montrez qu'elle n'est pas du tout la pin-up qu'on imagine parfois, la première Wonder Woman, avant ensuite que les auteurs changent et que le personnage évolue, c'est Wonder Woman qui a des côtés féministes. Alors je ne suis pas le premier à le montrer, là il y a pas mal de gens aux États-Unis qui ont bossé dessus, donc, notamment Gilles Leport qui a écrit un super bouquin là-dessus, voilà, un très bon bouquin en anglais, mais qui est vraiment passionnant. Le truc c'est que Wonder Woman, là pour le coup, donc on a le créateur de Wonder Woman, il est marrant parce que c'est vraiment c'est un type qui est détonnant par rapport au reste des auteurs de comics, parce que c'est un monsieur qui est âgé. Marston, c'est ça? Ouais, William Moulton Marston, donc qui est âgé, qui est un universitaire, qui a un doctorat, qui est un WASP, donc voilà, vieille famille, protestante et tout, très installée et tout, et qui décide, et qui en plus qui est reconnu scientifiquement parce que c'est un mec qui a créé notamment qui a participé à la création du détecteur de mensonges, donc c'est pas n'importe qui, qui est vraiment connu et tout, et qui décide donc dans les années, tout début des années 40, un peu avant l'entrée en guerre des États-Unis, qui décide donc de faire des comics. Et il le fait pour des raisons idéologiques, en fait, tout simplement parce qu'il veut montrer. C'est quelqu'un qui est très progressiste, qui est féministe. Alors, féministe à sa sauce, comme on pouvait être féministe à l'époque. Donc, on est bien avant la seconde vague du féminisme, voire même la troisième. Et donc, pour lui, toujours dans ce discours futuriste, le futur se conjugue au féminin. C'est-à-dire que pour lui, le futur, c'est les femmes.
L'homme est brutal, l'homme est guerrier, la femme est pacifique et elle représente les forces de l'amour. Alors évidemment, ça va faire hurler des féministes aujourd'hui parce que là on n'est plus du tout dans ce type de féminisme là, mais à l'époque c'est un discours féministe assez tranché, assez binaire. Je pense qu'il reprend un peu la théorie de Freud, un héros c'est Thanatos. Donc vu que encore une fois c'est un type qui a fait des études de psycho et donc il crée un comics pour ça, pour montrer justement cette vision et ça passe par Wonder Woman qui est pas la première super-héroïne. Pas même non plus la première super-héroïne progressiste en fait, mais qui est quand même qui marque beaucoup les esprits. C'est à un tel point que ces comics à Wonder Woman se vendent à 1 million d'exemplaires, tout comme ceux de Captain America ou de Superman, mais elle fait vraiment partie des super-héros les plus populaires en fait à l'époque, et elle va devenir en plus alors la secrétaire, alors pas au sens tape à la machine, mais secrétaire au sens secrétaire de parti limite, de la première équipe de super-héros, donc la Justice Society of America. Donc c'est, alors même si elle participe pas vraiment aux aventures et tout, mais bon, quand même sur l'imagerie, elle trône sur la table ronde, c'est elle qui trône au centre, donc c'est pas rien quoi. Donc voilà, Wonder Woman, c'est un personnage qui est fascinant. Puis en plus, si on suit son histoire, elle, c'est vraiment un personnage qui a vraiment subi tous les remous, en tout cas pas mal de remous de l'histoire des comics, parce que quand Marston meurt en 47, je crois, quand Marston meurt en 47, son comics est récupéré par des créateurs qui n'ont pas son background idéologique, et en plus on est à un début de Peur des Rouges en fait, et à un moment où justement il y a tout un courant conservateur qui commence à accuser les comics, tu vas vouloir en parler après, mais qui commence à accuser les comics de développer un discours quasiment crypto-communiste en fait, qui est en plus associé à une forme de perversion sexuelle, dans leur idée, parce qu'évidemment dans l'idée des conservateurs, les communistes sont forcément homosexuels, parce qu'ils ont une sexualité qui n'est pas normale, et donc on va accuser Wonder Woman notamment d'être une lesbienne en fait, et donc voilà, Wonder Woman va connaître une forme de répression extrêmement dure, et ces aventures vont s'arrêter, mais entre 47 et 54 ça va devenir vraiment là pour le coup la pin-up, donc elle va être gentille, il y a son sidekick, Steve Trevor, qui était un militaire. Avec Marston, Steve Trevor, c'était Wonder Woman sauver Steve Trevor. Là, dans les versions après, donc après 47, là c'est Steve Trevor qui est carrément aide Wonder Woman à traverser une rivière, ce qui est absolument ridicule, parce que voilà, donc on a vraiment toute cette imagerie qui montre bien justement l'évolution des comics. Alors avant cette évolution des années 50 très conservatrice, on peut en reparler, il y a quand même eu la Deuxième Guerre mondiale qui a été un moment d'investissement, de surinvestissement patriotique des héros de comics, Captain America en particulier, on peut peut-être en dire un mot. Mais patriotique, attention, parce qu'on a patriotique, voilà, et émancipateur, voilà. Parce que c'est antifasciste. Voilà, antifasciste, parce que après il peut y avoir parce que là c'est pas du patriotisme trumpien, voilà, donc c'est pas du c'est pas cocardier. Ouais, c'est pas cocardier, voilà. Donc il y a un terme américain, donc par rapport à ça, jingoïstique. Donc voilà, donc on n'est pas dans le super-héros jingoïstique qui va aller conquérir des pays et tout, voilà, donc qui va en guerre et tout. C'est vraiment au sens antifasciste et émancipateur. Les États-Unis sont ça c'est une imagerie très américaine, sont là pour quelque part ramener le monde vers une émancipation globale, quoi. Et donc Captain America s'inscrit complètement là-dedans, mais Captain America est créé encore une fois par deux auteurs juifs, donc Joe Simon et Jack Kirby. Jack Kirby qui après va devenir un des très très grands noms des comics, donc un grand artiste, grand dessinateur, et il le crée toute fin des années 40, début 41, toute fin 1940, début 41, dans un contexte où non seulement les États-Unis ne sont pas en guerre, mais une partie de l'opinion n'est pas partante pour aller en guerre, et en plus il y a quand même un fort parti conservateur aux États-Unis, et il y a même des nazis américains. Donc ça c'est un truc que les gens oublient un petit peu, mais ou en tout cas ne connaissent pas, c'est qu'il y a les défilés nazis à New York, donc en 39, et ça Joe Simon le raconte dans ses mémoires, il était marqué alors qu'il est encore ado, il est encore très jeune, je crois qu'il doit avoir 19 ans ou 18 ans à ce moment-là. Il y a une manifestation de plusieurs dizaines de milliers de personnes en fait à New York en chemise brune, et donc quand ils vont créer Captain America d'un coup elle est très connue, Captain America Comics numéro 1, vous avez Captain America qui met une grosse droite à Hitler,
le comics il sort, hein, la date de sortie c'est marqué mars 41, mais il sort un peu avant, hein, ça, enfin voilà, donc parce que généralement les dates qui sont inscrites dessus c'est des dates de renvoi, de retour, quoi. Donc, mais bon, le truc c'est que ça sort. Et la réaction, elle est immédiate, c'est que Simon et Kirby se font menacer, en fait, hein, sont menacés. Et il y a même des nazis qui descendent au bureau de l'éditeur, donc l'éditeur c'est Timely Comics, hein, qui va devenir après Marvel. Hein, et Kirby, qui est un mec de la rue, hein, qui vient de l'East Side de New York, hein, il descend avec une batte, hein, pour aller les affronter, les types sont plus là. Donc ça va très loin, et c'est même au point où il y a le maire de l'époque, hein, Fiorello LaGuardia, qui va intervenir et demander à ce que Fiorello LaGuardia, qui est un républicain, mais un républicain progressiste, parce qu'à l'époque il y a tout un courant chez les républicains qui sont progressistes, et qui va intervenir et qui va demander qu'il y ait une protection policière pour protéger les deux auteurs. Donc ça va très loin. Et ce qui est assez fascinant, c'est que Captain America va connaître un grand succès après. Simon et Kirby vont partir, mais à l'époque les personnages ils appartiennent aux éditeurs, donc ils vont plus avoir le contrôle sur leurs personnages pendant pas mal de temps. Ils vont partir parce qu'ils sont fâchés pour des raisons, parce que concrètement Timely ne payait pas assez, hein, ils étaient payés au lance-pierre de toute façon, mais Captain America va devenir en fait un personnage très célèbre. Et même les comics vont être achetés par l'armée américaine, hein, donc pour être diffusés auprès des soldats. Donc voilà, on est dans une espèce de grand courant quand même. Hein. Il faut bien comprendre, plus qu'à l'époque, les films américains, toute une partie de l'opinion est assez clairement antifasciste. Il y a pas mal d'antifascistes, voire même de communistes américains qui participent à l'effort de guerre au cinéma. C'est l'époque où on produit Casablanca, voilà. C'est l'époque où on produit... Je pense à Trumbo par exemple, qui est un type qui est quand même très marqué politiquement et qui va le payer très cher après. Hein. Donc c'est la Red Scare, donc que j'ai parlé tout à l'heure, enfin la peur, hein, par rapport aux comics, ça vient pas de nulle part non plus. Hein. Voilà, il y a quand même les comics sont quand même marqués à gauche, hein. Pas tous, mais quand même il y a quand même les plus célèbres, hein, Superman, Captain America, Wonder Woman, en tout cas. Superman qui va aller chercher quand il y a deux pages qui sont produits dans Life, hein, Superman va chercher Hitler par la peau des fesses pour amener à la Société des Nations, et puis Staline en même temps aussi, hein, tant qu'à faire, hein, donc il amène les deux, voilà, donc c'est très politique quand même, hein, donc, voilà. Alors cette politisation, justement, elle en vient à poser problème dans les années 50, qui sont évidemment plus conservatrices, avec le macartisme qui s'installe aux États-Unis, avec aussi ces peurs sur la morale, sur les bonnes mœurs, et c'est un contexte d'ailleurs qui n'est pas uniquement américain. En France, il y a une loi en 1949, hein, qui est une loi pour la protection de la jeunesse. Alors c'est pas exactement c'est pas la même chose, du même ordre. Parce que là pour le coup c'est plutôt une loi pour protéger le marché français des comics américains. Des comics américains. Et les conservateurs, la presse enfantine, la presse de jeunesse catholique et communiste s'allient en fait, hein, pour bloquer justement les comics américains. Et d'ailleurs, il y a même un refus complet des super-héros. Hein. Mais il y a un bouquin qui est consacré au journal Vaillant, hein. Par exemple le journal Vaillant qui était le journal de jeunesse mais communiste. Et dedans, un des auteurs dit on refuse en fait les surhumains. Parce que nous, le véritable héros du peuple, c'est un homme normal en fait. Hein, voilà. Donc, évidemment, plus surhumain en France, ça fait penser au surhomme nazi, quoi. Donc, il y a un vrai rejet par rapport à ça. Là, aux États-Unis, ça prend un autre biais. C'est vraiment un truc très conservateur en fait. Hein, donc, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a aussi des gens en fait qui vont s'investir dans les comics par peur en fait, hein, de la perversion. Voilà. Donc, il y a une figure qui est très décriée aujourd'hui, évidemment, hein, qui est un autre psychologue, hein, comme Moulton Marston, mais qui, lui, va être très critique par rapport aux comics. C'est Frédéric Wertham, en fait, hein, qui va sortir notamment un bouquin en 1954 qui s'appelle La séduction des innocents, The Seduction of the Innocents, et qui va clairement dire, voilà, Wonder Woman est une lesbienne, regardez la preuve, elle n'a pas d'enfant, et tout, voilà. Donc, à l'époque, c'est les discours de l'époque, hein. Batman est homo, voilà, donc voilà, il est gay parce qu'il est... il porte des câbles, des tenues moulantes, etc. Voilà, donc, il y a une commission d'enquête sénatoriale, quand même, ça va très loin, quand même, une commission d'enquête sénatoriale qui est lancée contre les comics. Il y a des éditeurs qui passent devant cette commission. C'est pas que les comics de super-héros, hein, c'est aussi les comics d'horreur et tout, hein, parce qu'à l'époque il y a pas mal de comics d'horreur. Oui, des zombies, des morts vivants. Voilà, donc des trucs cool, quoi. Donc voilà, mais bon, à l'époque, voilà, c'est pas bien. Hein, donc on a du mal à imaginer la chape de plomb, hein, que ça pouvait être à l'époque en termes culturels. Hein, oui, au moment aussi où à Hollywood, le Code Hays a réglementé également les conduites. Alors le Code Hays, c'est les années 30.
30, hein, mais... réglementer la longueur des baisers, que les acteurs peuvent échanger. Enfin, on est quand même à une époque où les médias sont considérés comme des moyens de séduction des masses ou des moyens d'influence des esprits, et donc il faut légiférer. Les disques d'Hollywood, hein, par exemple, hein, donc c'est, dans mes souvenirs, c'est 48 et 49. Hein, donc voilà, donc on est vraiment à ce moment-là, qui est un moment de paranoïa ou de peur intense et de tension intense par rapport à la production culturelle aux États-Unis, hein, dans lequel s'investit le pouvoir, notamment le pouvoir législatif, en fait, hein, qui est des commissions d'enquête. Et ça va tellement loin que les éditeurs de comics décident en fait de légiférer eux-mêmes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils créent un code qui s'appelle le Comics Code, en fait, hein, qui en fait réglemente très fermement en fait ce qui peut être produit dans les comics. Et là où c'est bon, enfin ça va très loin, donc pas de politique évidemment, pas de sexualité, voilà, donc pas de crime de montrer de manière positive, alors que dans les comics dans les années 30-40, il y a des personnages très ambigus. Batman, par exemple, hein, pour en parler pendant des heures, Batman au début, enfin dans ses premières aventures, hein, le côté dark de Batman, il apparaît pas dans les années 80. Hein. Et dans les années 30, Batman il tue des gens en fait. Hein. Le Joker il le tue la première fois qu'il apparaît. Le Joker est tué. Voilà. Il va revenir, il va être tué. C'est un propre des super-héros de renaître sans cesse et de mourir sans cesse. Voilà, mais bon, le truc c'est que c'est voilà, donc ça peut être très dark les comics, hein, puis même en termes graphiques, il y a des trucs, il y a des épisodes par exemple dessinés par Simon Kirby de Captain America, où il y a des sorcières, des monstres et tout, c'est énorme quoi, c'est génial quoi. Donc là après le comic code, là c'est plus possible, hein, donc pendant pas mal de temps. Parce que ce code en plus il donne naissance à un logo qui est apposé sur la couverture des comics qui le suit, donc c'est un label hein, qui montre qu'on se conforme à ce que cette Amérique conservatrice effectivement du milieu des années 50 veut imposer à sa jeunesse. Ouais, mais c'est même là je parle même normalement il y a un éditeur, parce qu'il y a pas mal d'éditeurs, hein, même les éditeurs qui mettent la clé sous la porte à cause de ça, donc ça va vraiment très 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 loin. Donc il y a un éditeur qui veut, dans une histoire de science-fiction, qui représente un astronaute noir en fait, hein, donc, dans le futur, donc là, dans les années 50 aux États-Unis, alors qu'on est, on est dans un débat quand même qui n'est pas réglé du tout, donc, notamment par rapport à la ségrégation dans le Sud. Là, ça va tellement loin, en fait, il y a un juge qui intervient, en fait, hein, donc, pour dire non, c'est hors de question, on ne pouvait pas faire ça, quoi. Alors les choses changent justement dans les années 60 en partie. Les années 60, c'est le retour, et notamment après la mort de Kennedy, de manière assez frappante. On a l'impression qu'il y a un lien, vous suggérez à un moment entre les deux contextes. L'assassinat de Kennedy marque aussi le retour d'un certain nombre de héros qui étaient un peu oubliés, négligés. Ça commence avant, parce qu'en fait, en fin de compte, le Comic Code, cette espèce de chape de plomb où on va mettre, par exemple, on va donner à Superman une famille avec un Supergirl et puis Superdog, voilà, donc, enfin, Crypto, le super chien, donc voilà, bon, ça va durer un temps, mais ça, le renouveau va avoir lieu assez rapidement, dès le tout début des années 60, chez Marvel, donc qui est un peu parce que Superman, Batman, c'est DC Comics, hein. Là c'est chez Marvel que ça va avoir lieu avec le tandem, hein. C'est un peu le Lennon et McCartney des comics, hein. Donc c'est Stan Lee, Jack Kirby, donc Kirby qui est déjà un type un peu installé, Stan Lee qui avait fait moins de choses avant quand même, hein, qui était moins connu, mais les deux ça va être un duo créatif qui va être extraordinaire parce qu'ils vont créer plein de personnages, hein. Hulk par exemple, Doctor Strange des 4 Fantastiques. Stan Lee qui est mort il y a quelques semaines, voilà, hein, il y a eu beaucoup d'articles à ce moment-là. Et voilà, ils vont relancer, alors c'est pas eux qui vont créer Spider-Man, hein, c'est Stan Lee et Steve Ditko, donc, qui est un autre créateur de Marvel, hein, donc, mais pareil, Doctor Strange c'est Stan Lee et Steve Ditko, mais voilà, ça commence avant, en tout cas ça commence au moment des années Kennedy, hein. Ce qui est assez fascinant par contre, c'est que Captain America réapparaît juste après la mort de Kennedy, et là moi j'en parle plutôt dans le bouquin sur le mythe arthurien, assez nettement la réapparition de Captain America qui est endormi, qui se réveille dans un iceberg et tout. Enfin, après, c'est une réapparition arthurienne, voilà. Donc très nettement, quoi. C'était, on voit son corps avec son bouclier sur le ventre et tout. Voilà, donc c'est un truc chevaleresque. Un gisant. Ouais, voilà, exactement, quoi. Donc c'est le roi endormi qui revient d'Avalon parce que Kennedy était comparé au roi Arthur. Bon, bref. Ce qui est assez fascinant, c'est que justement Marvel, vu qu'ils vont créer des personnages un peu nouveaux. Et un peu, parce que Hulk, c'est quand même, il est destroy, hein, quand même, hein, c'est un type bizarroïde, quoi, donc, et donc ça va tout de suite parler, parce que bon, à l'époque d'ici, c'est un peu plan-plan, quoi, donc voilà, il y a Superman, c'est le Boy Scout, voilà, donc, Batman, c'est pareil, c'est devenu un mec très gentil, très posé et tout, et en fait, toute cette branche, tous ces nouveaux super-héros, il y a aussi les X-Men, hein, chez les super-héros Marvel, hein, tous ces super-héros Marvel vont
parlait tout de suite à la jeunesse, qui est un peu la jeunesse pré-contestataire en fait des années 60. Et ils vont devenir des icônes. Captain America, on a une image un peu, pareil aujourd'hui en France, très boy scout, voire même très conservatrice de Captain America, ce qui à mon avis est faux, parce que Captain America, très régulièrement, c'est plutôt un personnage progressiste. Mais moi je donne toujours cet exemple-là, parce que c'est parlant. Le Easy Rider, donc le film qui est sorti en 68, 69, je ne me rappelle plus, le personnage que joue Peter Fonda, le biker, son surnom, c'est Captain America. Voilà. Et donc, parce que les héros Marvel, c'est vraiment des objets contre-culturels à l'époque. Mais littéralement, je veux dire, Hulk, c'est une méga star, quoi, en fait, hein, dans les campus et tout. Donc Stan Lee, il fait la tournée des campus à l'époque, hein, donc il est invité partout parce que c'est vraiment un truc, c'est vraiment, il y a un phénomène de starification et contre-culturel des super-héros. Et dans cette veine, il y a évidemment la montée du mouvement des droits civiques, et cette montée, elle se concrétise aussi par l'apparition, pour le coup, la naissance de véritables personnages. Le Faucon, Black Panther, à des moments différents, mais Black Panther en particulier, qui joue un grand rôle, et qui est évidemment un écho considérable, parce que l'an dernier, ça a été l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma américain, avec le film de Ryan Coogler. Ouais. Alors, comment apparaît Black Panther ? Black Panther, encore une fois, lié à Kirby, donc, le duo terrible donc, qui crée donc, ce personnage dont Fantastic Four numéro 54 en 66. Alors, premier super-héros noir, mais pas afro-américain, c'est un super-héros africain, justement, ça c'est important. Le premier super-héros afro-américain, c'est The Falcon, qui est l'ami de Captain America, donc, qui devient vraiment son... Qui est apparu un peu plus tôt, en 66. Non, c'est Faucon, ça apparaît après, il apparaît en 68. D'accord. Donc, voilà, donc... Et en fait, Black Panther, alors mettons tout de suite les choses au clair, Black Panther ne vient pas des Black Panthers, du Black Panther Party, donc, des fameux Black Panthers d'Oakland, donc les Black Panthers sont apparus après. Ça a même posé problème à un moment, puisque les créateurs ont songé à renommer Black Panther. Ils l'ont renommé, Black Leopard. Black Leopard. Ouais, parce que ça faisait trop... Les lecteurs n'étaient pas contents. Ça n'a pas passé et tout. D'ailleurs, on voit encore une fois l'importance du lectorat aussi, qui influe aussi sur la création. Donc, donc les lecteurs n'ont pas été contents. Puis en plus, le truc, c'est que voilà, enfin, ils l'ont renommé à nouveau Black Panther, c'était en 71, ça, donc ça a pas que ça s'est arrivé. Mais ça n'a pas empêché Black Panther, ils l'ont représenté plusieurs fois en train d'affronter notamment des Black Panthers en fait, donc c'est assez étonnant parce que voilà, on n'est pas dans un personnage révolutionnaire non plus, c'est pas les auteurs sont pas des marxistes, voilà, donc sont pas des maoïstes, tiers-mondistes, voilà. Donc, ils plaident pas la guérilla urbaine. Voilà, exactement, non, pas du tout. Non, pas du tout. En revanche, ils inversent l'image de l'Afrique. Mais ça, c'est, pour le coup, c'est là où c'est très fort, c'est qu'en fait, et on revient à Edgar Rice Burroughs, c'est que Black Panther, c'est un anti-Tarzan, et c'est dit ouvertement. Tarzan, c'est qui apparaît en 1912, si je me souviens bien. Tarzan, c'est clairement l'homme blanc qui va dompter l'Afrique, qui est représentée comme un territoire sauvage, animalisé en fait, donc l'homme singe, donc voilà, donc d'autant plus qu'à l'époque il y a tout un discours qu'on retrouve chez plein d'auteurs, donc on est dans les années 1900-1910, par rapport à la dévirilisation de l'homme blanc, qui perdrait sa force dans les villes et tout, donc il faudrait qu'il retrouve un peu sa virilité au contexte de la sauvagerie, donc Teddy Roosevelt avait déjà un peu ce discours-là par rapport à l'Ouest et tout, donc là on a clairement l'idée que voilà, l'homme blanc va justement s'ensauvager et redevenir puissant, fort physiquement et tout. Et avec Black Panther, c'est une inversion complète parce que Black Panther, c'est un Africain et donc il est roi d'un royaume qui s'appelle le Wakanda. Ce qui est intéressant, c'est que le Wakanda, c'est pas un territoire arriéré, c'est un territoire qui est un territoire scientifique, très avancé technologiquement. Black Panther, donc T'Challa, en fait, c'est un scientifique et tout, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien, voilà, donc il doit une partie de ses pouvoirs à la science et tout, donc on a une espèce de quasi Superman en fait africain, donc c'est une inversion complète en fait de la mythologie de Superman, enfin de mythologie de Tarzan, et ça va tellement loin que quand Black Panther va avoir sa propre série de comics dans les années 70, il va aller aux États-Unis et dans certaines couvertures, on a mis la couverture dans le bouquin aussi, à un moment où il affronte un truc qui s'appelle le clan, avec des types avec des cagoules blanches, on comprend à quoi ça fait allusion quand même, et le clan est décrit comme la sauvagerie au cœur de la civilisation. Donc là en fait les sauvages, les vrais sauvages, ce sont les nationalistes blancs en fait, donc les néo-nazis américains. Donc
on a vraiment l'inversion, mais jusqu'au bout, quoi, pour le Une coup. inversion, et tout en gardant quand même des traits, ne serait-ce que par le nom, de l'animalité, d'une force, d'une sorte de force primale africaine. Donc on renonce pas complètement au stéréotype, mais on le détourne. Ouais, on le détourne, ouais, bien sûr, mais en même temps, la Black Panther. Alors, le problème, c'est que l'imagerie de la panthère noire, elle était utilisée notamment par des Afro-Américains. Alors là, moi, c'est une hypothèse que je fais. J'ai pas trouvé de déclaration de Kirby par rapport à ça, mais Kirby a servi dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à la bataille des Ardennes. Dans la bataille des Ardennes, il y avait un bataillon de tanks composé de soldats afro-américains qui s'appelait les Black Panthers, en fait. Hein, donc, et on est tenté de voir le lien. Voilà. Donc, en tout cas, l'imagerie de la panthère noire, elle est présente dans la culture afro-américaine, au moins depuis les années 40. Donc, voilà. Mais en effet, il y a quand même une imagerie, encore une fois, animalière, quoi, donc, qu'on a moins évidemment pour des super-héros blancs. D'ailleurs, Falcon, donc ceci. Alors, sauf que le faucon, là, pour le coup, c'est pas une imagerie africaine, quoi, donc, mais Falcon, des choses comme ça. Donc, Alors, ces années 70 où Black Panther a sa propre série et devient un personnage tout à fait éminent, ce sont aussi des années de doute aux États-Unis sur le plan politique, avec l'échec au Vietnam, avec évidemment le Watergate, et ces doutes, les comics les reflètent également. Ouais, bah oui, ça va même très loin, parce qu'à un moment, Captain America, il y a un épisode où Captain America affronte une espèce de complot, on ne sait pas qui sait ce que c'est, et le complot le met jusqu'à la Maison Blanche, et il y a le numéro 1 du complot. Je pense que les gens... les gens devaient décoder assez facilement. Mais le numéro 1, en fait, il découvre, on ne le voit pas, donc c'est une image où on voit juste le visage de Captain America, donc c'est limite, c'est une vision subjective de la part. Enfin, on voit à travers les yeux du numéro 1 qui se fait. Captain America enlève la cagoule et il fait: ah non, c'est pas possible, c'est vous. Et en fait, on comprend que vous, c'est le président, en fait, voilà. Donc, et Captain America est tellement dégoûté que. Il renonce à son costume de Captain America et il devient un personnage qui s'appelle Nomade, qui a plus de patrie. Donc voilà. Donc on a vraiment cette idée, l'Amérique, c'est l'Amérique qui se reconnaît plus. Donc ça fait écho évidemment à la crise démocratique du Watergate, qui a été résolue, comme on le sait, avec le départ, en fait, la démission un peu forcée, de Nixon. La guerre de Vietnam aussi, c'est un élément très important dans les comics, parce que là, pour le coup, on met en scène des personnages de plus en plus durs aussi. Donc, notamment un personnage que je trouve très attachant, parce que c'est un personnage assez fascinant, c'est le personnage du Punisher, qui est un personnage qui apparaît quand il apparaît en 1974. Il est créé par Jerry Conway en 1974. Il apparaît dans les pages de Spider-Man. Et quand il apparaît, le Punisher, c'est vraiment un personnage négatif, même si on sent qu'il a des bonnes intentions, mais bon, il a ses raisons, toute sa famille a été massacrée. Alors ça arrivera après, mais c'est un type qui revient, il dit moi j'étais 2 ans dans les Marines, donc on comprend les Marines, là c'était le Vietnam, et non, l'Amérique que je retrouve, il y a trop de crimes et tout, donc je vais moi je vais prendre les criminels puis je vais les buter un par un, quoi. Donc évidemment c'est un personnage qui est quand même légèrement sociopathe, quoi. Donc c'est un vétéran traumatisé, en fait. Ouais, voilà, mais évidemment c'est un peu ça, quoi. Donc et ça fait écho aussi à toute une production cinématographique, comme Le Justicier de New York, des choses comme ça, au fait, avec Charles Bronson, où là c'est pas un vétéran du Vietnam, mais c'est un vétéran de la Corée, en fait. Et ça, il y aura Rambo, il y aura plutôt Cobra, en fait, Rambo, puis Cobra avec Stallone et tout. Traduit en français, je crois que c'est Retour de l'enfer, mais c'est The Deer Hunter. Ouais, Deer Hunter, Voyage au bout de l'enfer, Voyage au bout de l'enfer. Mais là, ça s'inscrit dans un contexte qui est aussi un contexte très dur, parce que c'est vrai qu'aussi à l'époque, on oublie, mais il y a une explosion de la criminalité dans les villes américaines. C'est dans les années 70-80, New York, c'était quand même une ville très dangereuse, en fait, donc il y avait beaucoup de morts, quoi. Et donc voilà, ça fait écho à tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage du Punisher, au début, en plus, il utilise des armes à feu. Donc c'est pas très cool. Il y a quasiment aucun super-héros à l'époque qui utilise des armes à feu, quoi. Donc les super-héros se combattent. Captain America, il a un bouclier, donc c'est plutôt une arme défensive, quoi. Donc, combattent à point nu. Voilà. Ou alors ils ont des rafales d'énergie et tout, des rayons et tout, mais bon, qui bizarrement ne font toujours qu'assommer, quoi. Donc encore une fois, le seul super-héros avant qu'il combatte avec des armes à feu, il a dû en avoir d'autres, mais en tout cas c'était Batman, mais c'est vraiment en 39-40, donc c'était ça. Ça a vite été abandonné après. Donc
le Punisher, quand il apparaît, personnage négatif avec des armes à feu, mais qui à partir des années 80 devient un personnage positif. Parce qu'on est dans les années Reagan, conservatisme et tout, et en plus on est à un moment où justement il y a tout le débat sur les armes à feu qui continue encore aujourd'hui aux États-Unis et qui est malheureusement pas réglé, commence vraiment à ce moment-là. Parce que pendant très longtemps, même la NRA, donc qui est quand même aujourd'hui une organisation très très conservatrice, pour le dire gentiment, dans les années 60, c'est une association de chasseurs gentils, voilà, c'est des pépés qui ont des fusils, puis voilà, donc et ils veulent pas du tout. La NRA dans les années 60 elle-même a créé des législations pour contrôler les armes en fait, hein, donc voilà. Et les seuls à demander des armes ouvertement, c'est les Black Panthers par exemple. Les Noirs qui disent non mais attendez, nous on se fait harceler par la police, on est citoyens, on a le droit de porter une arme selon le second amendement. Et en fait dans les années 70 il y a un renversement complet de ça, là c'est plutôt la classe moyenne blanche qui a fui vers les banlieues pavillonnaires. Voilà, le banlieue pavillonnaire qui a peur justement avec la vague de criminalité et tout, puis avec évidemment l'affirmation progressive des minorités et tout, qui commence à dire ouais nous aussi il faut qu'on ait les armes, et donc il y a un renversement au sein de la NRA en 78-79 avec justement la NRA qui change complètement hein, du jour au lendemain de son fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et qui là pour le coup devient vraiment qui défend le droit de porter des armes pour tout le monde, enfin et très clairement en premier lieu pour la classe moyenne blanche, et c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et donc le Punisher il s'inscrit vraiment dans ce contexte là en fait, hein. Et là ça devient un personnage qui non seulement est positif mais qui en plus est ultra populaire parce que c'est un des premiers personnages de comics. Il y a eu Superman avant hein, mais c'est un des premiers personnages de comics qui va avoir des séries de films, des films qui vont lui consacrer. Hein. Le Punisher, en fait, on fait un film de mafia avec un type avec des gros flingues. Hein. C'est pas besoin d'un investissement très fort en termes d'effets spéciaux. Hein. Donc, Et alors le Punisher aussi, ça illustre d'une certaine manière aussi la période réganienne, c'est-à-dire un État qui se désengage, l'initiative privée qui remplace le rôle de l'État, et puis plus largement les comics, vous le dites aussi, ils représentent ce basculement, un peu un désenchantement vis-à-vis de l'État. Ouais. L'État était quand même plutôt positivement vu à l'époque du New Deal où l'État aidait à remettre les gens au travail face au chômage de masse, et puis à partir des années 70-80, l'État c'est l'instance menaçante qui complote, qui vise à contrôler les citoyens, et les super-héros c'est plutôt les justiciers solitaires face à un État oppressif. C'est comme Rambo en fait, un Rambo il s'oppose généralement à l'État en fait, un Rambo 1 c'est ça, c'est le type tout seul face à l'armée quoi, donc mais c'est pareil, regarde, l'exemple, et ça c'est un peu le chapitre de clôture en fait, hein, parce que je trouve que c'est quand on les met en miroir ça marche très bien. Captain America et Wolverine, donc ce qu'on appelait Serval dans le temps, donc Wolverine qui est un des X-Men, hein, donc Captain America, il apparaît en 41, il devient plus fort et meilleur grâce à un sérum que lui donne l'armée. Voilà. Donc l'État, donc là c'est l'État rooseveltien, positif et tout, voilà, donc c'est... Et puis Wolverine, moi ça on l'apprend plus tard, il apparaît en 74, même peut-être que le Punisher, hein, par hasard, hein, donc... et en fait au début son nom c'est l'Arme X, hein. Il a des griffes, hein, donc évidemment c'est pas très sympathique, hein, c'est un personnage assez négatif, enfin un peu trouble. En plus il apparaît en combattant Hulk, qui paraît lui aussi un peu trouble, hein. Et concrètement, Wolverine on s'aperçoit toute une grande partie de ses pouvoirs sont dus notamment à il a un squelette en métal, hein, de l'adamantium qui le rend quasiment invulnérable. C'est dû à une manipulation de l'armée. Et donc là, on a un renversement complet en fait par rapport à l'État, il est pas cool en fait là, et donc alors ça joue dans un fond qui est comme un fond très important aux États-Unis, qui a un fond qui remonte limite aux débats qui ont eu lieu. Jefferson, voilà, libertarien. Voilà, alors Jefferson qui était pas un libertarien, non, mais bon, voilà, en tout cas c'était en gros Jefferson Hamilton, hein, donc le débat entre les démocrates, les fédéralistes, tout ça, donc c'est tout un débat par rapport à ça qui a eu lieu au début même de la démocratie américaine, mais qui perdure encore aujourd'hui. Hein, et il y a quand même l'image, mais ça, l'image de l'intervenant privé, il est fort dès le début en fait, hein, parce que par exemple Batman, c'est un privé qui va combattre le crime. Mais quand même, l'État pouvait être positif. Là, à partir des années 70-80, ça passe pas du tout, quoi. Donc, et le Punisher, c'est vraiment ça, c'est le type privé qui dit voilà, la police ça marche pas, moi je vais régler ça à ma manière, quoi. Donc, et une manière qui est vraiment dure, sauvage, voilà. Donc,
Hein, il y a une couve qu'on n'a pas mis dans le bouquin où là, carrément, le Punisher, il y a deux pauvres dealers avec des flingues et le Punisher, il est avec un lance-roquette à côté en train de les cibler. Bon, il va plus rester grand-chose, des pauvres dealers. Les types, ils vont se prendre une roquette dans la figure. Et voilà. Donc voilà, c'est en effet très fort. Mais le Punisher, ça va tellement aller loin, je trouve que. Et ça, moi, c'est un truc qui me fascine beaucoup, c'est parce que dans les usages politiques des super-héros, il y a les créateurs, hein, évidemment. Donc, les créateurs, ils ont consciemment ou inconsciemment, ils mettent un sens politique à leur création. Mais il y a aussi la réception du public, et qui après se transforme en usage, et qui après parfois devient tellement fort que ça influe aussi sur les créateurs en fait. Donc ça je trouve que j'ai voulu un peu j'ai essayé d'en parler aussi parce que je trouve que c'est très important. Le cas le plus frappant pour moi c'est le Punisher qui là pour le coup le symbole, parce que le Punisher c'est symbole, c'est la tête de mort, hein, parce que voilà c'est le type en effet qui rigole pas, hein, et ce symbole va être utilisé notamment par des soldats américain. Le cas le plus connu, c'est le fameux Chris Kyle, hein, donc, qui va écrire ses mémoires qui vont être adaptés au cinéma par Clint Eastwood avec le film American Sniper. Et je mets un extrait de ses mémoires où Chris Kyle il dit ouvertement, on était pendant la Seconde Guerre en Irak, on avait notre équipe, donc son équipe d'élite, hein, de snipers, hein, ils portaient le symbole du Punisher sur leurs uniformes et sur leurs Humvee, hein, donc leur Jeep, hein, et ils disaient que c'était pour terroriser les Arabes. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui était un peu pas très subtil, hein, par rapport à ça. Et donc il y a vraiment un usage, vraiment, puis ils disaient voilà, on est là pour les punir ces gens-là, on est là pour leur montrer qui c'est les patrons. Quoi. On est ça dans des manifestations plus récentes avec des uniformes ou plutôt des customisations d'uniformes, d'armes. En France et aussi aux États-Unis, mais ça va tellement loin aux États-Unis que par exemple il y a des flics, hein, donc, qui ont mis le symbole du Punisher sur leur voiture. Et Jerry Conway, donc, qui est le créateur de Punisher, il a intervenu sur Twitter pour dire alors calmez-vous, hein, je rappelle que ce type-là, le Punisher, c'est un sociopathe. Hein, voilà. Et que le jour où le Punisher il trouve un flic véreux, il le tue. Quoi. Donc ça, c'est... L'ambiguïté voulue par le créateur n'est pas forcément ressentie et adoptée par la réception. Mais l'ambiguïté, elle est quand même là parce que le Punisher, mine de rien, c'est aussi un personnage qui est un vétéran et qui interroge aussi le rôle, en fait, en tout cas la figure du vétéran aux États-Unis, qui est très présente parce que le secrétariat d'État, le ministère en fait, hein, des vétérans aux États-Unis, hein, donc les Veteran Affairs, en fait, c'est un des plus gros ministères américains. Il y a 20 millions de vétérans, donc qui bénéficient de soins, de pensions et tout, donc c'est énorme en fait. Hein. Et la figure du vétéran, elle est interrogée régulièrement. Le 11 novembre aux États-Unis, c'est Veterans Day, hein, donc c'est pas l'armistice aux États-Unis, c'est le jour des vétérans. Hein. Et il y a des matchs de football américain où en fait vous avez des vétérans qui viennent en fait, hein, pour qui sont reçus et tout. Donc c'est une figure très importante, et le Punisher et son mal-être, parce que c'est un type qui va pas bien en fait, hein. On a envie de lui conseiller une bonne quinzaine de psy, hein, ce monsieur, donc et ça représente aussi ça. Il y a une série qui est sortie sur Netflix de Punisher qui pour le coup est pas du tout une série sécuritaire et tout, mais qui est vraiment une série qui interroge justement qui interroge, et là limite c'est presque une série avec un discours progressiste, parce que ça interroge vraiment qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, quoi. Pourquoi est-ce qu'on les abandonne, quoi. Et là pour le coup tu vois, là pour le coup, c'est comme si on demandait un réinvestissement de l'État, hein, en disant mais ces gens-là, il faut pas les laisser tout seuls, quoi. Sinon ils peuvent devenir des gens dangereux, quoi. Donc ça c'est très intéressant. Le Punisher, encore une fois, les super-héros c'est pas des monolithes, hein. Surtout des super-héros qui existent depuis 80 ans. On peut les tirer en fonction des auteurs et qui s'investissent dedans, on peut le tirer dans un sens ou dans l'autre, hein. Et le Punisher là c'est aussi un personnage qui, mine de rien, est assez plastique en fait. Comme beaucoup de ces super-héros, et donc on pourra retrouver avec beaucoup de profit dans le livre de William Blanc, Super-héros, une histoire politique. Pour terminer, une question peut-être pour anticiper sur une sortie prochaine. Qu'est-ce qui va se passer dans Avengers Endgame ? Est-ce que Spider-Man et les autres qui ont été effacés par Thanos vont revenir à la vie ? De toute façon, il y a des chances, parce que de toute façon, les super-héros, et généralement, ils reviennent ils ne meurent quasiment jamais, quoi. Il y a toujours un moyen de les faire revenir, quoi. Donc ça, c'est pour une raison toute simple, c'est faut continuer à vendre des comics, hein. Donc je sais pas ce qui va se passer. À mon avis, Thanos va se prendre une grosse fessée parce que c'est comme ça. Mais ça permet d'anticiper, parce que je pense que enfin voilà, moi moi le bouquin là, il est pour moi c'est un début en fait, hein. Moi j'ai envie
de continuer parce que je trouve qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, donc je pense que je vais en faire un second. Voilà, je vais faire moi aussi un peu comme le comics. Voilà, je vais revenir les super-héros parce que il y a beaucoup de choses à dire parce que j'ai évidemment dans ce bouquin-là, j'ai pas pu traiter tous les aspects, loin s'en faut. Je pense que c'est même un sujet qui est absolument sans fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, les références de ce dont on a parlé, et également en ligne sur Twitter @paroledist. On se retrouve la semaine prochaine pour parler histoire et cinéma autour du film de François Truffaut, Le Dernier Métro, sorti en 1980, situé sous l'occupation. On en parle avec Alia Aglan.